Bonjour. Bonjour l'ancêtre. Nous voici réunis pour votre émission sur la paléontologie, sur l'évolution, sur l'histoire de la vie depuis ses origines jusqu'à nos jours. Les conservateurs de musées, ils ont un adage. Un musée qui ne s'enrichit pas est un musée qui meurt. Ici, on ne peut pas dire que le musée meurt puisqu'il vient de s'enrichir de nouveaux dons qui va prendre place maintenant dans les collections du muséum. Et voilà, la collection vient d'entrer au muséum. Maintenant, tout le travail, ça va consister à la nettoyer d'abord, numéroter, cataloguer, faire l'inventaire total de tout ce qu'il y a dans cette collection, et ensuite ça prendra place dans les réserves des collections. Cette collection, vous le voyez, ce sont des coquillages. Les coquillages, ils vivent depuis fort longtemps sur notre planète, depuis l'ère primaire. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la vie dans les mers de l'ère secondaire. L'ère secondaire, elle commence il y a moins de 240 millions d'années, et elle s'achève il y a à peu près 66 millions d'années. 240 millions d'années, 66 millions d'années, ce sont des notions de temps qui ne sont pas faciles à appréhender. Et pour cela, je vais vous proposer d'imaginer que l'histoire de notre Terre peut tenir sur cet agenda. Le 1er janvier, la Terre se forme. Le 31 décembre, c'est maintenant l'instant où je vous parle. Entre ces deux dates, il y a 4,6 milliards d'années. Chaque jour, c'est-à-dire chaque page de mon agenda, représente 12 millions d'années. Que s'est-il passé à cette échelle? Eh bien, c'est très simple. La vie est apparue le 28 mars, sous forme de petites bactéries, vous savez, ces animaux microscopiques qu'on va éliminer à l'eau de Javel. Le 24 novembre, ce sont les premiers vertébrés qui apparaissent, des poissons extrêmement primitifs. Du 12 au 25 décembre, les dinosaures dominent notre globe. C'est l'ère secondaire. À cette échelle-là, Christophe Colomb a découvert l'Amérique il y a seulement 4 secondes. Ce que je vous propose, c'est de partir justement à l'ère secondaire, entre le 12 et le 25 décembre. Direction les mers du Sud de la France. L'ère secondaire, pour les spécialistes, elle recouvre 3 grandes périodes. On les appelle le Trias, le Jurassique et le Crétacé. À cette époque, sur la terre ferme, sur le continent, il y avait de gros animaux dont tout le monde a entendu parler. Il s'agit des dinosaures. Mais les océans, il ne faut pas croire qu'ils étaient vides. Ils étaient le siège d'une vie intense. Et parmi tous les animaux que l'on trouvait là, il y avait de très gros animaux qui sont en fait des reptiles comme les dinosaures, qui sont les cousins des dinosaures. Par exemple, les plésiosaures. Ah, ils sont vraiment très beaux, tous ces paysages que l'on retrouve tout autour des Causses. Nous sommes ici à une trentaine de kilomètres au sud de Millau, en face les caves de Roquefort et au-dessus du village de Tournemire. Au-dessus de ce village, on voit également toute la série des sédiments marins qui se sont déposés au cours de l'ère secondaire. Et en particulier, vous voyez ces espèces de déserts noirs avec ces roches sombres dans lesquelles on trouve un certain nombre de fossiles. Ce sont des ammonites, ce sont des bélemnites, mais c'est surtout là qu'a été découvert le fameux plésiosaure de Tournemire. Eh bien voici ce squelette exceptionnel de plésiosaure, exceptionnel parce qu'il est complet. Sa taille, dans cette vitrine, est d'environ 4,50 m, alors que les descendants de cet animal, 100 millions d'années plus tard, va pouvoir atteindre jusqu'à une quinzaine de mètres de long. L'allure générale de cet animal, de ce reptile, est particulière, avec cette petite tête, ce tout petit crâne, avec ses dents pointues, avec ce long cou qui ondule ici, un corps qui a une forme de tonneau sur lequel vient se raccrocher 2 paires de membres en forme de palette natatoire, un petit peu comme celle des tortues, et puis enfin une toute petite queue qui est peu mobile. Alors, tous ces caractères particuliers que possède cet animal permet de reconstituer son milieu de vie. Ses dents lui permettaient de manger des poissons qui vivaient soit au fond de la mer et il allait les attraper avec son grand cou, ou bien à la surface de la mer et peut-être qu'au-dessus de la mer, sa tête les voyait mieux pour venir les attraper.
Ces palettes natatoires lui permettaient de se mouvoir dans la mer par des mouvements de rame, alternés ou pas, on ne sait pas très bien, et enfin sa queue n'avait aucune fonction pour la locomotion, contrairement à de nombreux autres vertébrés aquatiques. Seules les tortues adoptent un petit peu ce schéma de nage avec des palettes latérales. Évidemment, ce squelette n'a pas été trouvé en volume dans les terres noires de la région de Tournemire. Il a été trouvé emballé, si on peut dire emballé, entre deux couches de terrain. Et nous avons ici, le squelette tel qu'il a été trouvé à Tournemire. À Digne, par exemple, on a découvert un autre animal, un reptile marin, qui est lui aussi un cousin des dinosaures, qui est même un cousin du plésiosaure. Cet animal, on l'a baptisé l'ichthyosaure. On peut même aller le voir à l'endroit où on l'a découvert. Mais pour cela, il faut grimper sur la montagne. Vous voyez ces superbes collines noires? Beaucoup de gens pensent que c'est des terrils, mais en fait pas du tout. Ce sont des marnes noires, ce sont des roches qui se sont déposées au fond de la mer, à l'ère secondaire, et l'ichthyosaure est caché dessous, mais un petit peu plus loin. On va le découvrir. Voilà, on est ici sur le fond de la mer. Et bien voilà, on est sur le site. Si on a mis cette bulle en plexiglas, c'est pas parce qu'on a peur qu'il se sauve, notre ichthyosaure, mais c'est tout simplement pour pouvoir le protéger en fait des intempéries et le protéger aussi des gens mal intentionnés. Voilà, je vais vous ouvrir, on va le faire respirer un peu. Et bien voilà, nous sommes dans l'intimité de cet animal, un petit instant de recueillement pour ce reptile qui est mort il y a 180 millions d'années dans les mers de l'ère secondaire. Alors cet animal, eh bien, je vais essayer de vous le décrire. On va déjà regarder ce qui reste fossilisé, donc ses os. Une chose qui est facilement reconnaissable, c'est ici la cage thoracique, on voit très très bien les côtes. Et ici, les vertèbres qui forment la colonne vertébrale. Si on regarde l'ensemble, on voit que l'animal est donc couché, c'est fossilisé sur le flanc gauche. Et donc ici, nous avons la tête. Se déplacer pour voir la tête. Donc voilà la forme générale de la tête. Avec ici deux trous, et qui ne sont pas les orbites, mais qui sont des fosses temporales. Ce sont des trous donc creusés dans le crâne de l'animal, qui servent à alléger le crâne de l'animal et qui servent aussi à l'insertion des muscles masticatoires. C'est-à-dire que cet animal avait sans doute une mâchoire très importante. On peut replonger sur l'animal et maintenant s'intéresser à une partie du corps qui est, j'allais dire, pratiquement la plus intéressante. Ce sont ce qu'on appelle les palettes natatoires. Si on regarde le fossile, eh bien on s'aperçoit qu'on a des os, des os longs, des os en fait d'une patte. Étrange pour un animal marin d'avoir comme ça des pattes, enfin des embryons, ou plutôt des restes de pattes en fait. Parce que ces animaux, les ichthyosaures, les ancêtres des ichthyosaures, étaient des animaux terrestres. Et ces animaux se sont petit à petit en fait réadaptés, enfin adaptés du moins, à la vie marine. Alors comment vivaient ces ichthyosaures? De quoi ils se nourrissaient? Comment ils se reproduisaient? On est arrivé à avoir des informations sur ces ichthyosaures parce qu'on a retrouvé en Allemagne un gisement très très bien conservé qui nous a permis en fait d'avoir toutes ces informations. Alors tout d'abord, de quoi il se nourrissait? Eh bien, c'était un animal qui avait des dents relativement acérées et qui donc pouvait se nourrir d'animaux à coquilles comme les ammonites. Il se nourrissait également de bélemnites. Les bélemnites dont nous avons vu tout à l'heure fossiliser un rostre, c'est-à-dire une partie du squelette interne de l'animal.
Ils se reproduisaient d'une manière un petit peu particulière, en fait. C'était des animaux qui étaient ovovivipares. Alors, ovovivipares, c'est-à-dire que au lieu de pondre des œufs, comme les ovipares, eh bien, les œufs se formaient à l'intérieur des parois génitales de la femelle et arrivaient à éclore donc dans ces parois génitales. Et le petit ichthyosaure, donc comme on le voit, pouvait donc sortir comme chez les animaux vivipares. Ainsi donc, à l'époque, il y avait de drôles d'animaux qui fréquentaient les mers. Depuis lors, la géographie de la Terre a beaucoup changé. Et si aujourd'hui tout le monde sait où situer l'Atlantique et la Méditerranée, à l'époque, c'était complètement différent. Le climat était différent, la longueur des jours était différente, la géographie était différente. Tout a changé. À l'ère secondaire, la géographie de notre planète était évidemment bien différente de ce qu'elle est de nos jours. En effet, le continent africain, nord-américain, sud-américain, le continent européen et asiatique étaient regroupés pour former un supercontinent que l'on appelle la Pangée. Et progressivement, dès la base du secondaire, ce supercontinent va se disloquer. Les blocs vont dériver pour donner naissance, pour créer progressivement ce qui plus tard sera l'océan Atlantique. Le reste de la planète était occupé à près de 80% par les océans. D'une part l'océan Pacifique et d'autre part une vaste étendue marine que l'on appelle la Thétis. La France, l'Europe, se trouvaient donc à l'extrémité occidentale de cet océan tétisien et présentait une géographie particulière qui ressemblait à un ensemble d'archipels avec notamment des îles constituées par le massif armoricain, par le massif ardennais, par le massif central. C'est en milieu marin, dans un environnement d'archipel, que se sont formés, que se sont déposés les calcaires que l'on peut voir notamment affleurer sur ce front de taille. Avec une épaisseur d'une trentaine de mètres, ce front de taille correspond à une durée du temps géologique avoisinant les 20 millions d'années. Pour que de tels calcaires puissent se former, se déposer au fond de la mer, il faut des conditions de température relativement chaudes, une eau avoisinant la vingtaine de degrés, donc, et une mer peu profonde. Quant au climat au Jurassique, que savons-nous exactement sur cette question? Eh bien, les faunes marines et les flores continentales nous renseignent sur ce point. L'abondance des coraux dans les mers jurassiques, l'abondance des rudistes dans celles du Crétacé, la présence de flore constituée par des fougères arborescentes sur les aires continentales atteste d'un climat chaud, homogène sur l'ensemble de la planète et comparable à celui que l'on rencontre à l'heure actuelle dans les régions intertropicales. Il semble donc vraisemblable qu'à cette période secondaire, il n'y ait pas eu de calotte glaciaire sur les pôles. De nos jours, si l'on n'est pas un fervent pratiquant de la plongée sous-marine, il n'y a pas 50 endroits où l'on peut observer la diversité de cette faune. C'est soit l'étal du poissonnier, mais là on ne peut pas dire que ce soit très animé, soit ici dans les aquariums. Et là on se rend compte de l'extraordinaire diversité de ces animaux, mais on peut aussi découvrir la grande variété de milieux qu'ils ont colonisés. Ces animaux, ils sont les descendants d'espèces qui vivaient il y a fort longtemps, et pour certains, ils ont des ancêtres à l'époque secondaire. Voyons, quels étaient les animaux marins à l'époque secondaire ? Mis à part les grands reptiles marins, une grande diversité d'organismes vivaient dans les mers du secondaire. Ceux qui ont résisté à la crise de la fin du primaire et toute une série d'êtres vivants qui apparaissent à l'ère secondaire. Progressivement, toute une série d'organismes nouveaux colonisent le milieu marin. Par exemple, chez les coquillages, on peut citer les huîtres et les moules,
qui apparaissent il y a à peu près 200 millions d'années. Les mollusques céphalopodes se diversifient. De très nombreux spécimens apparaissent, de nouvelles espèces, chez les ammonites notamment, mais aussi les bélemnites, caractérisés par leur rostre, des calmars, des pieuvres. Chez les crustacés, de très nombreuses formes apparaissent, et même certaines tout à fait énigmatiques qui ressemblent à des espèces de puces, avec des yeux à facettes et des espèces de grandes pattes. Il y a aussi, chez les crinoïdes, on parlait tout à l'heure des lys de mer, mais les espèces de fleurs tendent à disparaître, et on a alors l'apparition de formes libres, qu'on appelle des comatules, qui ressemblent à des étoiles de mer. Enfin, les poissons, comme les raies, apparaissent au secondaire, à partir de certains types de requins qui avaient une espèce de rostre. Une multitude de poissons rosseux se développe, tel le célèbre sélacanthe. Parmi toutes ces espèces qui vivaient dans les mers de cette époque-là, certaines vont disparaître, totalement, un peu comme les reptiles marins, tels l'ichthyosaure ou les plésiosaures. Il en sera de même pour d'autres animaux de taille plus petite, comme les ammonites, les bélemnites et certains crustacés, alors que d'autres espèces survivent et on les retrouve dans les mers actuelles. Parmi les plus connus, on parle même de formes reliques, telles les nautiles, les limules, mais aussi on a des pieuvres, des calmars, des étoiles de mer, et aussi, chez les poissons, les requins, le sélacanthe, qui existe encore au large des Comores. Parmi l'extraordinaire diversité de ces animaux, il y a un groupe qui a été particulièrement étudié par les spécialistes, et ce depuis les origines de la géologie. C'est le groupe des ammonites. On leur a donné ce nom-là en raison de la forme de leur coquille qui évoquait celle des cornes du bélier, le dieu Ammon dans la mythologie. Nous nous trouvons ici dans la carrière de Belmont-Saint-Jean-des-Vignes. Belmont-Saint-Jean-des-Vignes qui se situe dans le Beaujolais, et les couches géologiques exploitées sur ce gisement sont particulièrement riches, montrent une abondance extrême en ammonites. À quoi correspondent ces ammonites? Eh bien, tout simplement à la fossilisation de coquilles, des coquilles de mollusques, des mollusques céphalopodes, des formes qui ressemblent, qui sont voisines ou parentes, on pourrait dire, des nautiles actuels. Lorsque l'on regarde ces spécimens récoltés sur place, eh bien, on peut remarquer que la coquille de cet organisme est enroulée selon un plan spiralé et comporte deux principales parties. D'une part, une partie où sont dessinées de très nombreuses petites lignes persillées et qui correspondent au cloisonnement de la coquille de cet animal, cloison que l'on peut voir en coupe, en section sur ce spécimen. La seconde partie de la coquille de l'ammonite étant alors dépourvue de cloisons, de lignes persillées. C'est donc dans cette dernière partie que vivait l'animal, animal à corps mou, dont la tête était ornée de tentacules, comparables par exemple aux tentacules d'une seiche ou d'un calmar, ou aux tentacules des nautiles. Ce qui est extraordinaire chez les ammonites, c'est une formidable diversité de formes qui apparaît au premier coup d'œil sur ces spécimens, par exemple. Les spécialistes sont loin de connaître la totalité des espèces. On estime à l'heure actuelle à près de 4500 genres d'ammonites, ce qui représente plusieurs milliers d'espèces biologiques. Cette forte diversité, eh bien, est tout simplement due à une vitesse d'évolution extrêmement rapide au cours du temps, et cette vitesse d'évolution est utilisée par les biostratigraphes pour dater les couches géologiques. En effet, chacune de ces formes morphologiques sera caractéristique d'une couche géologique précise. Et pour des périodes reculées, comme le Toarcien, c'est-à-dire éloigné de nous de moins 180 millions d'années, on arrive à une précision de l'ordre de 100 000 ans. Alors 100 000 ans, c'est beaucoup à l'échelle humaine, mais ça correspond à de véritables instantanés à l'échelle des temps géologiques en se reportant à ces périodes éloignées.
Et comme toute belle histoire a une fin, l'histoire des ammonites va s'achever il y a moins 65 millions d'années, à la limite entre l'ère secondaire et l'ère tertiaire, une période marquée par une importante crise biologique. Chose étonnante, si les ammonites disparaissent à cet instant, à cette période, son groupe cousin, groupe voisin des nautiles, va passer sans encombre cette crise biologique et se perpétuer jusqu'à l'heure actuelle où on les rencontre représentés encore par 6 espèces dans les eaux chaudes de l'océan Pacifique. Tous les animaux dont nous venons de parler, ils sont conservés uniquement sous la forme des parties dures, que ce soit la coquille ou le squelette. Mais il y a des cas de fossilisation véritablement exceptionnels. Tenez, c'est par exemple le cas de ce que l'on a découvert dans la région de la Voulte. Là-bas, on a découvert des animaux au corps mou, comme le poulpe ou la pieuvre. C'est véritablement extraordinaire. Donc ici, on voit ses tentacules, son œil, ses muscles et même ses nageoires. Elle date de 160 millions d'années. C'est la plus ancienne connue au monde. Alors ici, nous sommes dans des terrains de la région de la Voulte, des terrains argileux du Jurassique moyen, c'est-à-dire de l'ère secondaire, à peu près 160 millions d'années. On est dans un milieu profond, à peu près 7-8 mètres de profondeur. Et là-dedans, dans ces calcaires, voilà, en les clivant, et on retrouve des fossiles, et notamment, ici cette araignée, qui est difficile à voir et qui demandera beaucoup de travail de préparation. Alors ici, nous sommes sur un autre site du Jurassique moyen, et on trouve en surface principalement des petites ammonites pyriteuses. Mais le gros problème de ce type de roche, c'est qu'elle est très argileuse. Et c'est pour cela qu'on l'appelle la marne. Elle se désagrège en surface. Alors la particularité à la Voulte, c'est que j'ai retrouvé des animaux à corps mou conservés de manière parfaite. Mais il a fallu extraire ces échantillons-là dans des espèces de puits qu'il a fallu creuser. Et là-dedans, j'ai eu la chance de découvrir, en 1982, la plus ancienne pieuvre connue au monde. Mais aussi des crustacés remarquables, dans une conservation tout à fait extraordinaire. Des requins, des poissons, des étoiles de mer. Et voilà. Elle est là. Voilà le crustacé, il est superbe. Donc il a la tête ici, et les segments, le corps et la queue est là. Alors pourquoi ici à la Voulte, les fossiles sont aussi bien conservés? Tout d'abord, les animaux ont été très rapidement ensevelis dans la boue. Et pourquoi il y en a autant? L'hypothèse la plus probable est que ces animaux sont morts empoisonnés. Mais quelle est l'origine de cet empoisonnement? On a deux hypothèses. La première, c'est peut-être des algues qui ont empoisonné le milieu, c'est une eutrophisation. Ou alors, on se situe ici, dans une zone de faille, avec le Massif central. Et peut-être qu'à l'époque, dans la mer, il y a eu des gaz qui ont empoisonné tous ces animaux. Et bien avant de nous quitter, comme d'habitude, quelques ouvrages. Tout d'abord, un ouvrage de Eric Buffeteau et Jean Leleuf qui vient de sortir aux éditions Berg International, Les mondes disparus, Atlas de la dérive des continents. Et puis deux ouvrages publiés par Gérard Thomel aux éditions Serre,
consacré plus spécialement aux ammonites du Cénomanien et du Turonien, c'est-à-dire des étages de l'époque secondaire, dans le sud-est de la France. Un autre ouvrage sur les ammonites qui est proposé par Patrick Branger, Philippe Nicolo et Alain Vadé, publié par les musées de la ville de Niort et l'AGBP Poitou-Charentes, Les ammonites et les oursins de l'Oxfordien du Poitou. Et puis pour terminer, un ouvrage publié sous la direction de Jean-Claude Fischer, c'est la réédition critique de la paléontologie française d'Alcide d'Orbigny, proposée par les éditions Masson. Y allez, moi je vous laisse. Au revoir l'ancêtre. que l'on appelle la Thétis. La France, l'Europe, se trouvait donc à l'extrémité occidentale de cet océan tétisien et présentait une géographie particulière qui ressemblait à un ensemble d'archipels avec notamment des îles constituées par le massif armoricain, par le massif ardennais, par le massif central. C'est en milieu marin, dans un environnement d'archipel, que se sont formés, que se sont déposés les calcaires que l'on peut voir notamment affleurer sur ce front de taille. Avec une épaisseur d'une trentaine de mètres, ce front de taille correspond à une durée du temps géologique avoisinant les 20 millions d'années. Pour que de tels calcaires puissent se former, se déposer au fond de la mer, il faut des conditions de température relativement chaudes, une eau avoisinant la vingtaine de degrés, donc, et une mer peu profonde. Quant au climat au Jurassique, que savons-nous exactement sur cette question? Eh bien, les faunes marines et les flores continentales nous renseignent sur ce point. L'abondance des coraux dans les mers jurassiques, l'abondance des rudistes dans celles du Crétacé, la présence de flore constituée par des fougères arborescentes sur les aires continentales attestent d'un climat chaud, homogène sur l'ensemble de la planète et comparable à celui que l'on rencontre à l'heure actuelle dans les régions intertropicales. Il semble donc vraisemblable qu'à cette période secondaire, il n'y ait pas eu de calotte glaciaire sur les pôles. De nos jours, si l'on n'est pas un fervent pratiquant de la plongée sous-marine, il n'y a pas 50 endroits où l'on peut observer la diversité de cette faune. C'est soit l'étal du poissonnier, mais là on ne peut pas dire que ce soit très animé, soit ici dans les aquariums. Et là on se rend compte de l'extraordinaire diversité de ces animaux, mais on peut aussi découvrir la grande variété de milieux qu'ils ont colonisés. Ces animaux, ils sont les descendants d'espèces qui vivaient il y a fort longtemps, et pour certains, ils ont des ancêtres à l'époque secondaire. Voyons, quels étaient les animaux marins à l'époque secondaire ? Mis à part les grands reptiles marins, une grande diversité d'organismes vivaient dans les mers du secondaire. Ceux qui ont résisté à la crise de la fin du primaire et toute une série et au-dessus du village de Tournemire. Au-dessus de ce village, on voit également toute la série des sédiments marins qui se sont déposés au cours de l'ère secondaire. Et en particulier, vous voyez ces espèces de déserts noirs avec ces roches sombres dans lesquelles on trouve un certain nombre de fossiles. Ce sont des ammonites, ce sont des bélemnites, mais c'est surtout là qu'a été découvert le fameux plésiosaure de Tournemire. Eh bien voici ce squelette exceptionnel de plésiosaure, exceptionnel parce qu'il est complet. Sa taille, dans cette vitrine, est d'environ 4,50 m, alors que les descendants de cet animal, 100 millions d'années plus tard,
va pouvoir atteindre jusqu'à une quinzaine de mètres de long. L'allure générale de cet animal, de ce reptile, est particulière, avec cette petite tête, ce tout petit crâne avec ses dents pointues, avec ce long cou qui ondule ici, un corps qui a une forme de tonneau sur lequel vient se raccrocher deux paires de membres en forme de palette natatoire, un petit peu comme celle des tortues, et puis enfin une toute petite queue qui est peu mobile. Alors, tous ces caractères particuliers que possède cet animal permet de reconstituer son milieu de vie. Ses dents lui permettaient de manger des poissons qui vivaient soit au fond de la mer et il allait les attraper avec son grand cou, ou bien à la surface de la mer et peut-être qu'au-dessus de la mer, sa tête les voyait mieux pour venir les attraper. Ces palettes natatoires lui permettaient de se mouvoir dans la mer par des mouvements de rames, alternés ou pas, on ne sait pas très bien, et enfin sa queue n'avait aucune fonction pour la locomotion, contrairement à de nombreux autres vertébrés aquatiques. Seules les tortues adoptent un petit peu ce schéma de nage avec des palettes latérales. Évidemment, ce squelette n'a pas été trouvé en volume dans les terres noires de la région de Tournemire. Il a été trouvé emballé, si on peut dire emballé, entre deux couches de terrain. Et nous avons ici, le squelette tel qu'il a été trouvé à Tournemire. À Digne, par exemple, on a découvert un autre animal, un reptile marin, qui est lui aussi... qui ressemble à des espèces de puces, avec des yeux à facettes et des espèces de grandes pattes. Il y a aussi, chez les crinoïdes, on parlait tout à l'heure des lys de mer, mais les espèces de fleurs tendent à disparaître, et on a alors l'apparition de formes libres, qu'on appelle des comatules, qui ressemblent à des étoiles de mer. Enfin, les poissons, comme les raies, apparaissent au secondaire, à partir de certains types de requins qui avaient une espèce de rostre. Une multitude de poissons osseux se développe, tel le célèbre sélacanthe. Parmi toutes ces espèces qui vivaient dans les mers de cette époque-là, certaines vont disparaître, totalement, un peu comme les reptiles marins, tels l'ichthyosaure ou les plésiosaures. Il en sera de même pour d'autres animaux de taille plus petite, comme les ammonites, les belemnites et certains crustacés, alors que d'autres espèces survivent et on les retrouve dans les mers actuelles. Parmi les plus connus, on parle même de formes reliques, telles les nautiles, les limules, mais aussi on a des pieuvres, des calmars, des étoiles de mer, et aussi, chez les poissons, les requins, le sélacanthe, qui existe encore au large des Comores. Parmi l'extraordinaire diversité de ces animaux, il y a un groupe qui a été particulièrement étudié par les spécialistes, et ce depuis les origines de la géologie. C'est le groupe des ammonites. On leur a donné ce nom-là en raison de la forme de leur coquille qui évoquait celle des cornes du bélier, le dieu Ammon dans la mythologie. Nous nous trouvons ici dans la carrière de Belmont-Saint-Jean-des-Vignes. Belmont-Saint-Jean-des-Vignes qui se situe dans le Beaujolais, et les couches géologiques exploitées sur ce gisement sont particulièrement riches, montrent une abondance extrême en ammonites. À quoi correspondent ces ammonites? Eh bien, tout simplement à la fossilisation de coquilles, des coquilles de mollusques, des mollusques céphalopodes, des formes qui ressemblent, qui sont voisines ou parentes, on pourrait dire, des nautiles actuels. Lorsque l'on regarde ces spécimens récoltés sur place, eh bien, on peut remarquer que la coquille de cet organisme est enroulée selon un plan spiralé et comporte deux principales parties. D'une part, une partie où sont dessinées de très nombreuses petites lignes persillées et qui correspondent au cloisonnement de la coquille de cet animal, cloison que l'on peut voir en coupe, en section sur ce spécimen. La seconde partie de
la coquille de l'ammonite, étant alors dépourvue de cloisons, de lignes persillées. C'est donc dans cette dernière partie que... L'ère secondaire, pour les spécialistes, elle recouvre 3 grandes périodes. On les appelle le Trias, le Jurassique et le Crétacé. À cette époque, sur la terre ferme, sur le continent, il y avait de gros animaux dont tout le monde a entendu parler. Il s'agit des dinosaures. Mais les océans, il ne faut pas croire qu'ils étaient vides. Ils étaient le siège d'une vie intense. Et parmi tous les animaux que l'on trouvait là, il y avait de très gros animaux qui sont en fait des reptiles comme les dinosaures, qui sont les cousins des dinosaures. Par exemple, les plésiosaures. Ah, ils sont vraiment très beaux, tous ces paysages que l'on retrouve tout autour des Causses. Nous sommes ici à une trentaine de kilomètres au sud de Millau, en face les caves de Roquefort et au-dessus du village de Tournemire. Au-dessus de ce village, on voit également toute la série des sédiments marins qui se sont déposés au cours de l'ère secondaire. Et en particulier, vous voyez ces espèces de déserts noirs avec ces roches sombres dans lesquelles on trouve un certain nombre de fossiles. Ce sont des ammonites, ce sont des bélemnites, mais c'est surtout là qu'a été découvert le fameux plésiosaure de Tournemire. Eh bien voici ce squelette exceptionnel de plésiosaure, exceptionnel parce qu'il est complet. Sa taille, dans cette vitrine, est d'environ 4,50 m, alors que les descendants de cet animal, 100 millions d'années plus tard, va pouvoir atteindre jusqu'à une quinzaine de mètres de long. L'allure générale de cet animal, de ce reptile, est particulière, avec cette petite tête, ce tout petit crâne, avec ses dents pointues, avec ce long cou qui ondule ici, un corps qui a une forme de tonneau sur lequel vient se raccrocher 2 paires de membres en forme de palette natatoire, un petit peu comme celle des tortues, et puis enfin une toute petite queue qui est peu mobile. Alors, tous ces caractères particuliers que possède cet animal permet de reconstituer son milieu de vie. Ses dents lui permettaient de manger des poissons qui vivaient soit au fond de la mer et il allait les attraper avec son grand cou, ou bien à la surface de la mer et peut-être qu'au-dessus de la mer, sa tête les voyait mieux pour venir les attraper. Ces palettes natatoires lui permettaient de se mouvoir dans la mer par des mouvements de rames, alternés ou pas, on ne sait pas très bien. Sont ce qu'on appelle les palettes natatoires. Si on regarde le fossile, eh bien on s'aperçoit qu'on a des os, des os longs, des os en fait d'une patte. Étrange pour un animal marin d'avoir comme ça des pattes, enfin des embryons, ou plutôt des restes de pattes en fait. Parce que ces animaux, les ichthyosaures, les ancêtres des ichthyosaures, étaient des animaux terrestres. Et ces animaux se sont petit à petit en fait réadaptés, enfin adaptés du moins, à la vie marine. Alors comment vivaient ces ichthyosaures? De quoi ils se nourrissaient? Comment ils se reproduisaient? On est arrivé à avoir des informations sur ces ichthyosaures parce qu'on a retrouvé en Allemagne un gisement très très bien conservé qui nous a permis en fait d'avoir toutes ces informations. Alors tout d'abord, de quoi il se nourrissait? Eh bien, c'était un animal qui avait des dents relativement acérées et qui donc pouvait se nourrir d'animaux à coquilles comme les ammonites. Il se nourrissait également de bélemnites. Les bélemnites dont nous avons vu tout à l'heure fossiliser un rostre, c'est-à-dire une partie du squelette interne de l'animal. Ils se reproduisaient d'une manière un petit peu particulière en fait. C'était des animaux qui étaient ovovivipares. Alors ovovivipares, c'est-à-dire que au lieu de pondre des œufs, comme les ovipares, eh bien les œufs se formaient à l'intérieur des parois génitales de la femelle et arrivaient à éclore donc dans ces parois génitales. Et le petit ichthyosaure, donc comme on le voit, pouvait donc sortir comme chez les animaux vivipares. Ainsi donc, à l'époque, il y avait de drôles d'animaux qui fréquentaient les mers.
Depuis lors, la géographie de la Terre a beaucoup changé. Et si aujourd'hui tout le monde sait où situer l'Atlantique et la Méditerranée, à l'époque, c'était complètement différent. Le climat était différent, la longueur des jours était différente, la géographie était différente. Tout a changé. À l'ère secondaire, la géographie de notre planète était évidemment bien différente de ce qu'elle est de nos jours. En effet, le continent africain, nord-américain, sud-américain, le continent européen et asiatique étaient regroupés pour former un supercontinent que l'on appelle la Pangée. Et progressivement, dès la base du secondaire, ce supercontinent va se disloquer. Les blocs vont dériver pour donner naissance, pour créer progressivement ce qui plus tard sera l'océan Atlantique. Le reste de la planète était occupé à près de 80% par les océans. D'une part l'océan Pacifique et d'autre part une vaste étendue marine que l'on a. Il y a 180 millions d'années dans les mers de l'ère secondaire. Alors cet animal, eh bien, je vais essayer de vous le décrire. On va déjà regarder ce qui reste fossilisé, donc ses os. Une chose qui est facilement reconnaissable, c'est ici la cage thoracique. On voit très très bien les côtes. Et ici, les vertèbres qui forment la colonne vertébrale. Si on regarde l'ensemble, on voit que l'animal est donc couché, c'est fossilisé sur le flanc gauche. Et donc ici, nous avons la tête. Se déplacer pour voir la tête. Donc voilà la forme générale de la tête. Avec ici deux trous, et qui ne sont pas les orbites, mais qui sont des fosses temporales. Ce sont des trous donc creusés dans le crâne de l'animal, qui servent à alléger le crâne de l'animal et qui servent aussi à l'insertion des muscles masticatoires. C'est-à-dire que cet animal avait sans doute une mâchoire très importante. On peut replonger sur l'animal et maintenant s'intéresser à une partie du corps qui est, j'allais dire, pratiquement la plus intéressante. Ce sont ce qu'on appelle les palettes natatoires. Si on regarde le fossile, eh bien on s'aperçoit qu'on a des os, des os longs, des os en fait d'une patte. Étrange pour un animal marin d'avoir comme ça des pattes, enfin des embryons, ou plutôt des restes de pattes en fait. Parce que ces animaux, les ichthyosaures, les ancêtres des ichthyosaures, étaient des animaux terrestres. Et ces animaux se sont petit à petit en fait réadaptés, enfin adaptés du moins, à la vie marine. Alors comment vivaient ces ichthyosaures? De quoi ils se nourrissaient? Comment ils se reproduisaient? On est arrivé à avoir des informations sur ces ichthyosaures parce qu'on a retrouvé en Allemagne un gisement très très bien conservé qui nous a permis en fait d'avoir toutes ces informations. Alors tout d'abord, de quoi il se nourrissait? Eh bien, c'était un animal qui avait des dents relativement acérées et qui donc pouvait se nourrir d'animaux à coquilles comme les ammonites. Il se nourrissait également de bélemnites. Les bélemnites dont nous avons vu tout à l'heure fossiliser un rostre, c'est-à-dire une partie du squelette interne de l'animal. Ils se reproduisaient d'une manière un petit peu particulière en fait. C'était des animaux qui étaient ovovivipares. Alors ovovivipare, c'est-à-dire que au lieu de pondre des œufs, comme les ovipares, eh bien les œufs se formaient à l'intérieur des parois génitales de la femelle et arrivaient à éclore donc dans ces parois génitales. Et le petit ichthyosaure, donc comme on le voit,